la conception de l'avenir dont je parle, on peut la dire en une phrase, mais je vais illustrer cela, que c'est une conception enfin, l'avenir est produit par autotranscendance. Vous allez voir que ces trois illustrations que je vais prendre sont très diverses, ce qui montre bien que cette expérience de l'avenir, elle peut naître de diverses manières. Je prends comme premier exemple le plan français, quand il existait. Alors on me dit qu'il va réexister, d'ailleurs je vous signale, je viens d'apprendre que Jean Pisani-Ferry va prendre la direction du plan. Bon, enfin, qui va rassembler des tas d'agences qui ont été produites par éclatement du plan ancien, comme un atome trop lourd voilà. Alors, l'un des grands concepteurs du plan français, c'était Pierre Masset, et voici comment il décrivait le plan. Il s'agit d'obtenir par la concertation et l'étude une image de l'avenir suffisamment optimiste pour être souhaitable et suffisamment crédible pour déclencher les actions qui engendreront sa propre réalisation. Extraordinaire, ceci. Donc, il s'agit de trouver une image de l'avenir qui soit souhaitable, mais qui soit en même temps crédible, parce qu'on pourrait dire que c'est le paradis terrestre. Bon, mais personne ne le croirait. Donc, suffisamment souhaitable, mais suffisamment crédible pour donner aux gens l'énergie, l'imagination, etc., de faire arriver causalement l'avenir en question. Ça boucle. Il s'agissait collectivement, démocratiquement, de trouver ce qu'un économiste appellerait un point fixe de cette boucle. Donc vous voyez ici que la forme de l'avenir dont je parle, comme autotranscendance, ça n'est ni la ligne droite du déterminisme, ni le branching out, l'arborescence des prospectivistes. C'est une boucle entre l'avenir et le présent. L'avenir est... L'image de l'avenir est produite ensemble, collectivement, démocratiquement, mais elle doit être telle que les actions, réactions qu'elle engendre dans le présent n'empêchent pas causalement la production de cet avenir. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est la pensée révolutionnaire, et marxiste en particulier. Vous voyez, on est très... Le plan français, c'était quand même pas le marxisme. Alors, il est bien connu que la pensée révolutionnaire, marxiste en particulier, a pour origine, enfin, origine, c'est trop fort comme mot, la prophétie biblique, pardon. Bon, non pas la prophétie troyenne. Bon, quand on parle de prophète de malheur, on vous dit Cassandre, etc. Mais le problème, c'est que Cassandre, comme son frère Laocoon, avait été puni par le dieu Apollon, pardon, et ses paroles n'étaient pas entendues. Et pourtant, elle disait vrai. Bon. Non, je parle de la prophétie biblique. Le prophète biblique, au contraire, est un homme respecté et dont la parole est censée exprimer la parole de Dieu. Donc, sa parole a un effet sur le monde. Et le prophète le sait. Mais en même temps, ce que le prophète dit... Alors on pourrait dire que le prophète, donc, comme un révolutionnaire, peut faire arriver les choses comme il dit qu'elles arrivent. Ce qu'on appelle en philosophie du langage un acte performatif. Il dit et les choses se produisent selon ce qu'il dit. Mais en fait, le prophète biblique dit ce qui va arriver. Non pas ce qui veut arriver, mais ce qu'il est écrit qui va arriver. Bon, une citation de Jérémie que je ne retrouve pas ici. Si, voilà. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Et vous, dit-il aux Juifs devant lui, vous pourriez faire le bien, vous habituez à mal faire. Bon. Okay. Donc c'est écrit, mais en même temps, le prophète incite les gens à agir d'une manière qui va produire ce qui est écrit. Et ça, c'est la prophétie, la logique même de la prophétie révolutionnaire, qui est un mélange hautement paradoxal de fatalisme et de volontarisme. Je vais citer ici le philosophe allemand du XXe siècle, Hans Jonas, qui écrivait ceci à propos du marxisme. Pour l'agir politique ainsi déterminé, qui fait arriver ce qui doit arriver, cela a pour résultat un mélange extraordinairement étrange de la responsabilité la plus colossale pour l'avenir, combinée avec une absence déterministe de responsabilité. Et c'est ça qu'était le matérialisme historique, effectivement.
Il fallait bien que les gens, et en particulier le prolétariat, agissent, mais pour produire quoi? Ce qui était écrit comme faisant partie des lois de l'histoire. Alors, on peut dire que le prophète, biblique ou marxiste, cherche le point fixe du problème, ce point où le volontarisme accomplit cela même que dicte la fatalité. Voilà, deuxième exemple de pensée de l'avenir comme autotranscendance. Mon troisième exemple est très connu, c'est l'explication par le sociologue allemand Max Weber, non pas de la naissance du capitalisme, mais de l'enracinement du capitalisme dans l'éthique protestante. Je fais référence à son livre fameux, important, mais très critiqué, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. L'éthique protestante, c'est en fait ici la doctrine calviniste de la prédestination. Alors je vais vous rappeler la manière dont Max Weber a posé le problème. Comment une éthique de la prédestination a pu contribuer à faire naître et développer le capitalisme. Il s'agit des puritains de la Nouvelle-Angleterre et de ce que les puritains de la Nouvelle-Angleterre retenaient de ce que leur disaient les prédicateurs calvinistes. Alors l'histoire que les puritains recevaient était la suivante. Ce n'est pas tout à fait ce que disait Calvin. De toute éternité, Dieu a divisé l'humanité en deux parties, les élus et les damnés. Il n'y a rien que chacun puisse faire pour changer ce décret immuable. Bon, donc c'est très angoissant, évidemment. Et on peut comprendre que les puritains en question avaient envie de savoir à quel camp ils appartenaient. Il n'y avait pas moyen par introspection de le savoir. En revanche, il était possible d'acquérir des signes de son état, d'année ou élu. Et le principal de ces signes, et ça c'est l'héritage non pas du calvinisme mais du luthéranisme, le principal de ces signes, c'était, ou c'est, parce que je l'observe en Californie, il n'y a pas besoin d'être protestant pour être dans ce cas-là, des juifs, des athées, pas vraiment de catholiques, mais bon, les capitalistes de la Silicon Valley, comme on dit, sont exactement selon le schéma de Max Weber. Le principal de ces signes, c'est le succès dans une activité professionnelle. Et là, Max Weber joue sur le double sens du mot allemand Beruf, qui veut dire à la fois vocation, anrufen, appeler, etc., l'appel, et profession, justement. Alors, Max Weber nous dit, étant donné les données du problème, qu'est-ce qu'auraient dû faire ces puritains? Choisir le farniente. Pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc., sans jamais se reposer, sans jamais avoir le temps d'utiliser l'argent qu'ils accumulent? Pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à tout ça, puisque ça ne va rien changer à leur état? Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe énorme. Et pourtant, nous dit Max Weber, 80% de ces puritains choisissaient la solution consistant à acquérir coûteusement les signes de leur élection. Complètement irrationnel. Alors, il y a eu à cette époque une controverse tout à fait intéressante entre les calvinistes et les luthériens. Les luthériens accusaient les calvinistes d'en revenir au dogme honni entre tous, catholique, du salut par les œuvres. Travailler très fort pour avoir son salut. Mais c'est contraire à la doctrine, c'est exactement l'opposé de la doctrine de la prédestination. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe énorme ici, comment une doctrine au départ complètement anti-méritocratique, quoi qu'on fasse, ça ne change rien, devient la source d'une méritocratie absolue. Vous voyez bien, ce paradoxe énorme. Alors le paradoxe est encore plus fort, car la thèse de Max Weber, c'est que c'est ce choix... Alors, excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Les luthériens accusaient les calvinistes d'avoir un raisonnement magique. Qu'est-ce que c'est que la magie? C'est de prendre le signe pour la chose. Vous voulez tuer votre ennemi, il n'est pas à côté de vous, vous prenez une statue le représentant, en fait, l'effigie, et vous la brûlez. Bon. Or, tout se passait comme si les calvinistes prenaient le signe pour la chose, c'est-à-dire prenaient le signe de l'élection pour l'élection elle-même. Alors, le paradoxe, le méta-paradoxe qui est extraordinaire, c'est que selon Max Weber, c'est ce choix calviniste
qui est à la fois magique et qui viole un principe de rationalité évident, quoi que je fasse, ça ne change rien à mon état. Alors pourquoi est-ce que je m'embêterais à payer un coup fort, etc. Donc, irrationnel, illogique, dit Max Weber, et magique. Eh bien, c'est ce choix, selon Max Weber, qui est la source de la rationalité économique. Alors, on comprend que beaucoup de lecteurs de Max Weber n'ont jamais compris et ont essayé de l'attaquer sur le plan empirique, en disant que les puritains n'étaient pas comme ça, etc. Alors moi, je prends très au sérieux ce paradoxe et j'essaie de le résoudre. Et pour le résoudre, il faut comprendre que les calvinistes opéraient dans un temps d'autotranscendance, comme j'ai dit. Max Weber dit de ces calvinistes que c'était des saints autoproclamés. Nouvelle manière de dire le même paradoxe. Et ce paradoxe est effectivement que tout se passe comme si les calvinistes choisissaient leur prédestination et en payant le prix fort. Ils choisissaient d'être élus alors même qu'ils croyaient que la décision avait été prise de toute éternité. Donc je pose la question, cela a-t-il un sens de choisir un passé qui vous détermine et en payant en plus un prix fort, hein? Je répète la question, cela a-t-il un sens de dire qu'on choisit un passé qui vous détermine? Choisir sa prédestination. Alors, on n'a pas le temps, donc je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui a été pensé par toute une tradition de pensée philosophique, dans laquelle vous trouvez des noms comme Heidegger, Henri Bergson, Jean-Paul Sartre et bien d'autres. Non, je veux citer une autre philosophe qui s'appelle Béatrice de Toledo Sales, qui est brésilienne, et qui se trouve être ma fille, mais elle n'est pas philosophe du tout. Donc je vais vous raconter, c'est comme ça que je terminerai, une histoire qui est arrivée à ma fille. Ma fille est franco-brésilienne. Je fais une petite parenthèse, comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle a 31 ans, diplômée d'une petite école de commerce, elle allait de stage en stage, elle ne trouvait pas de travail. Elle est allée au Brésil, où on l'a accueillie à bras ouverts et où il a un poste important, responsabilité, salaire, etc., dans une société française, d'ailleurs Veolia, je peux la citer. Bref, bon, ça me fait un peu... Enfin, ça m'oblige à aller au Brésil, ce qui me déplaît pas, mais c'est quand même pas... Bon, bref, elle revient quand même en France, mais elle ne reviendra jamais en France pour y vivre, mais elle revient de temps en temps pour des vacances ou pour son travail. Et c'est ainsi qu'elle était sur le vol AF 447 du 31 mai 2011. Ben oui, c'est-à-dire la veille du crash du 1er juin. Alors, moi, j'étais en Californie à ce moment-là, et je savais qu'elle était rentrée à Paris le 1er juin au matin. Donc, je savais qu'elle était saine et sauve. Mais lorsque j'ai appris le crash, je lui ai téléphoné de Californie, elle était à Paris, donc, et je n'ai pas pu cacher ma frousse rétrospective. Et elle a eu cette réponse. Mais papa, pourquoi tu t'inquiètes? Enfin, ça n'a pas de sens, parce que tu sais bien que comme je suis né sous une bonne étoile, si jamais j'avais décidé de retarder mon voyage d'un jour, ben le crash ne se serait pas passé ce jour-là. Bon, oui, c'est-à-dire, pour montrer la profondeur de cette phrase, il faudrait plus de 20 minutes. Bon, je peux dire simplement la chose suivante. Il est clair que Béatrice et son nom ne s'accordaient pas un pouvoir causal sur le passé, ce qui n'aurait pas de sens. Ça peut avoir un sens en mécanique quantique, bon, savoir, mais dans les affaires humaines, ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir un pouvoir causal sur le passé. Mais en fait, elle utilisait une autre phrase, qu'elle ne s'attribuait pas un pouvoir causal. Elle disait, dans un monde possible, qui n'est pas le monde où nous sommes, où j'aurais voyagé le lendemain, le 1er juin, dans cet autre monde possible, le crash ne serait pas produit le 1er juin. Hein, ce n'est pas un pouvoir causal, ça. C'est ce qu'on appelle en philosophie un pouvoir contrefactuel sur le passé. Bon, ok, je termine une phrase. Je vous ai présenté 3 exemples, le 3e était plus long, qui illustrent cette conception du rapport à l'avenir comme autotranscendance. Hein. Autotranscendance au sens que on se repère, on prend comme point de repère un point de l'avenir, alors même qu'on le cause, ce point de l'avenir. Hein, c'est ça l'autotranscendance. Alors, je termine d'une phrase, mais évidemment, là, je ne peux pas développer ce point. Je pense que la crise actuelle
Tout le monde le dit d'une certaine manière, mais je crois qu'il faut faire un travail philosophique pour rendre cette phrase. C'est avant tout une crise du rapport à l'avenir. Nous sommes pour des raisons... Enfin, ce qu'on entend souvent, mais je crois qu'il faut... C'est que les gens, et les jeunes en particulier, ne sont plus capables de se projeter dans l'avenir. Et cette incapacité de projeter dans l'avenir, c'est précisément la perte de cet avenir comme autotranscendance. Voilà. Merci.